Bonjour mes petits internautes en sucre, c'est votre chaotique Pesmé, et cette vidéo est sponsorisée par Pas-de-Calais VPN. Prêt pour votre chanson? Pas-de-Calais VPN vous protège de tout. Pas-de-Calais VPN. Désolé Pesmé, mais cette tranche horaire est réquisitionnée pour CDAL. C'est nettoyé. C'est propre? C'est clair. Envoyez CDAL. Bouddha, 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 Bouddha. Tu te rappelles le Secret Show? Comment oublier le Secret Show? C'est un ovni télévisuel au même titre que Mandarin & Co, produit outre-Manche à la même période que cette dernière, c'est-à-dire 2006-2007, et que nous avons eu la chance de découvrir à la télé à l'époque. La chance, c'est le cas de le dire, car la série s'apprécie d'autant plus quand on est confronté par surprise à son caractère totalement inattendu, dont on va être un peu obligé de vous priver, désolé. On allume la télé, on tombe évidemment sur les pubs, car il n'y a que dans la fiction qu'on tombe pile poil sur le début de quelque chose de pertinent quand on allume la télé. Puis les pubs se terminent et un épisode d'une série inconnue débute. Une vieille dame, qui se présente sous le nom de Mamie Gâteau, annonce le début d'un programme pour tout petit, style L'île aux enfants, intitulé La ferme des doudous lapins. À ce stade, on ne se doute de rien. On est en 2007. On peut croire au premier degré qu'une émission cliché de ce genre puisse encore être produite dans le monde moderne. La vieille dame commence à chanter sa chanson absolument nulle, qui semble démesurément plaire à ces fameux doudous lapins, qui se mettent à bondir avec vigueur et enthousiasme et en quinconce, ce qui prouve qu'ils prennent leur chorégraphie suffisamment au sérieux pour l'effectuer avec une rigueur que, rétrospectivement, je ne peux pas m'empêcher de trouver adorable, et tout à coup, Mamie Gâteau se fait bolosser par une bande d'agents secrets qui viennent nettoyer le champ de la caméra afin de lancer le vrai programme, le Secret Show. Puis on enchaîne sur un générique qui n'a rien à voir ni avec Mamie Gâteau et les doudous lapins, ni avec les agents secrets venus la neutraliser, puisqu'elle présente deux personnages principaux totalement différents, qui se mettent à chanter des bouts de leur propre générique a cappella en faisant de l'air guitare comme des débiles. À ce stade, on est déjà conquis tellement c'est trop bien. Pourquoi avons-nous mis autant de temps à parler de cette série? Eh ben, outre qu'il nous a fallu un certain temps pour retrouver comment elle s'intitulait, étant donné que le titre Secret Show est relativement standard et peu remarquable, puis un temps certain pour retrouver les épisodes de la saison 1 en français, nous avons ensuite mis des années à nous résigner au fait que décidément, pour la saison 2, nous devrions nous contenter de la VO. Le doublage français des 26 derniers épisodes s'étant révélé introuvable pour nous au point d'en être secret. Riez, cette blague est plus pertinente que vous le croyez. Bref, il nous a fallu 15 ans pour enfin aborder le Secret Show, mais nous y voilà. Le Secret Show, donc. Pas facile à décrire, car elle est à la fois toute simple et très tordue. Bon, son principe est tout simple. C'est de l'humour bête et des gags parodiques sur les clichés de films d'espionnage. De James Bond, plus précisément. Et peut-être éventuellement de chapeaux melons et bottes de cuir. L'héroïne est le sosie de Madame Pell, et c'est aussi une série anglaise. Victor Volt et Anita Knight sont les meilleurs agents de l'UZZ, prononcés Euse en VO pour des raisons que vous comprendrez dans un instant. Leur chef, plus british que british, constamment accoudé à sa cheminée, et dont, pour des raisons de sécurité, le nom est changé tous les jours, leur confie dans chaque épisode une mission qu'ils rempliront grâce aux gadgets pas encore expérimentés et hautement dangereux conçus par le professeur, le scientifique officiel de l'UZZ. Ces missions les amèneront à affronter de nombreux méchants récurrents, mais le plus récurrent d'entre eux est le maléfique Docteur, qui est à la tête d'une organisation terroriste rivale de l'UZZ, les VEM. Vous avez compris? C'est Euse contre VEM. Les épisodes durent 10 minutes, ce qui est classique pour les séries humoristiques, donc les scénarios sont simples, et on ne s'embête pas trop avec des considérations de continuité, puisque l'épisode se termine toujours abruptement, souvent au milieu d'une situation fâcheuse et inextricable dont on se demande bien comment elle a été résolue au début de l'épisode suivant. Voilà, ça c'est ce qu'est la série superficiellement. C'est ainsi qu'on l'aperçoit au premier visionnage quand on la regarde à la télé le dimanche matin d'un œil distrait. C'est déjà pas mal vu que c'est marrant en soi, mais y a plus. Les auteurs ont pris très au sérieux la dimension secrète du Secret Show et ont jonché la série et son merchandising de private jokes, d'éléments récurrents et de détails cachés pour les spectateurs attentifs. Sans atteindre la rigueur spectaculaire de Phineas et Ferb dans ce domaine, la cohérence de cet univers secret de la série a été prise très au sérieux, au point qu'on pourrait dire que rien n'y a été laissé au hasard. Suffisamment pour qu'on remarque que l'ordre du listing ne correspond pas complètement à l'ordre chronologique, même si c'est bien moins prévalent que dans d'autres séries. Ce que ça signifie, c'est que si vous remarquez quelque chose
qui vous intrigue dans les épisodes, vous pouvez être à peu près sûr qu'il va finir par y avoir une explication. Ce mystérieux portrait sur la cheminée du chef, cette étrange araignée violette qui se balade dans le décor, cet interrupteur apparemment inutile, et même la raison pour laquelle le Docteur a des dents toutes pourries comme ça, ce sont des sujets que la série se décide à traiter quand elle estime que le moment est venu. Elle crée une connivence avec le public en circonscrivant son univers à un nombre très réduit de personnages récurrents et même à un nombre assez limité de personnages du jour, ce qui permet de susciter chez le spectateur un sentiment de familiarité sur lequel la série prend appui pour le faire rire. Cet univers est en effet réduit à son plus simple appareil. Ce monde est gouverné par une personne unique appelée la cheftaine du monde, ajout de la VF, c'est juste World Leader en VO, qui est réélue régulièrement, vu qu'en général elle est la seule candidate à se présenter, et qui marmonne des discours incompréhensibles traduits par son mari. Une unique journaliste appelée Stacy Stern, qui est visiblement très fière de son nom puisque son gimmick est de conclure ses reportages par « Vous êtes qui vous voulez, mais moi je suis Stacy Stern », annonce à la télé les catastrophes de fin du monde que les héros doivent empêcher, et même l'UZZ n'est constitué, en plus des deux personnages principaux, du professeur, du chef dont le nom pour des raisons de sécurité est changé tous les jours, et de la genrette qui réquisitionne le créneau horaire de la ferme des Doudou Lapins pour le Secret Show, que de copies à l'infini des deux mêmes agents, une femme blonde appelée Kowalski et un homme roux appelé Scott ou Todd selon l'humeur de l'épisode. On en voit aussi un blond de temps en temps mais c'est un agent double. En revanche, les profondeurs souterraines sont occupées par deux types de monstres. Les Reptogators avec lesquels l'UZZ a conclu un traité de paix, et les imposteurs qui sont des vers de terre dans des armures pouvant prendre l'apparence de n'importe qui, d'où leur nom. Et l'espace est peuplé de plusieurs types d'aliens, les plus récurrents étant les têtes flottantes dont la tête sort du corps à la puberté pour être échangée avec celle d'un autre individu à des fins de reproduction. À part ça, il y a quelques autres personnages secondaires dont on sera amené à parler au fil de l'eau, mais vous voyez avec ce descriptif global que la série se tient dans un équilibre inhabituel entre simplicité et complexité. Les bonus des DVD démontrent la passion investie par les auteurs dans leur œuvre, tant sur le fond, il y a un documentaire assez hilarant sur le doublage de la série, que sur la forme, car à l'image des épisodes, les DVD contiennent des secrets donnant accès à des menus cachés permettant d'avoir des informations supplémentaires sur les personnages ou des storyboards. S'il y avait que ça, il semble qu'à l'époque de la diffusion du Secret Show à la télé, il y avait un site internet sur lequel, si j'ai bien compris, l'utilisateur pouvait choisir de s'enregistrer comme membre de l'UZZ, les gentils, ou des M, les méchants, puis trouver sur les différents menus du site des doudous lapins plus ou moins cachés pour gagner des points. A noter que le spectateur attentif peut s'amuser, dans les épisodes, à débusquer les doudous lapins qui traînent un peu partout, désœuvrés qu'ils sont depuis que Mamie Gâteau s'est fait expulser du champ de la caméra par la genrée. Et suite à la diffusion de l'épisode de la semaine, gagner encore plus de points en entrant un code secret repéré dans l'épisode lui-même. On imagine que les points gagnés par chaque utilisateur permettaient de départager l'équipe des Eus de celle des Vem. Autant dire que la série avait autour d'elle tout un appareil qui tirait au maximum sur la corde, c'est des agents secrets qui font des trucs secrets de façon secrète. Et même nous ne savons pas vraiment qui nous sommes. Nos deux personnages principaux, Victor et Anita, semblent à première vue conçus pour être relativement génériques et interchangeables. C'est des héros d'action qui servent de prétexte à ce que le scénario se déroule autour d'eux. Mais finalement... non. La série a été écrite à une époque où on essayait activement de valoriser les personnages féminins afin de rompre avec les clichés traditionnels du personnage principal qui est quasi systématiquement masculin et où les filles, même quand elles sont badass, sont la love interest du héros, celle de son sidekick ou la Williamette. Le problème, c'est que comme beaucoup d'autres, le Secret Show a opté pour la méthode bête et méchante consistant à valoriser le personnage féminin au détriment de ses associés masculins et fait trop souvent arbitrairement passer Victor pour un nul afin qu'Anita, qui elle reste normale, paraisse extraordinaire par comparaison. C'est l'idée foireuse numéro 9. Ça peut s'interpréter dans le sens inverse. On n'ose pas trop en mettre plein la tronche aux personnages féminins de manière générale. Donc quand il faut que quelqu'un se prenne une peau de banane ou se fasse maraver la gueule d'une façon ou d'une autre, par défaut, ce quelqu'un doit être Victor. Vous êtes certain qu'il n'y a pas de danger, professeur Rassurez-vous, pour Anita et pour moi, il n'y a absolument rien à craindre. Dans les deux cas, c'est dommage. Car Victor et Anita sont plus intéressants en étant les deux super agents parfaitement symétriques qui aiment faire les débiles en fredonnant leur propre thème musical, car ils le font occasionnellement au sein des épisodes eux-mêmes, pas seulement dans le générique, mais qui sont tous les deux, à part ça, tout à fait compétents. La série hésite tout du long sur si elle doit faire d'eux des équipiers complémentaires, ou si c'est mieux de faire de Victor le grand gamin utile de temps à autre, et Anita la voix de la raison professionnelle et sérieuse. Si beaucoup d'épisodes font de Victor un fiefé imbécile, d'autres encore plus tardifs le rendent à nouveau intelligent, voire se permettent de faire des gaffes à Anita. Les bonus des DVD rationalisent la différence entre Victor et Anita en disant que lui a été recruté à une convention de comics alors qu'elle est championne olympique. Rien dans la série proprement dite ne permet de le supposer. Par contre, ces mêmes bonus mettent l'accent sur le fait que Victor est complémentaire d'Anita, même s'il est un peu à la traîne derrière elle, car il aurait généralement de bonnes idées lorsque l'équipe est en grande difficulté, ce qui, à la réflexion, n'est pas faux.
Tout de même, cette histoire de recrutement à une convention de comics, c'est étrange. Les parents de Victor sont eux-mêmes d'anciens agents de l'UZZ, même s'ils l'ignorent. On pourrait penser que c'est plutôt ça qui fait que Victor a été recruté. C'est une série secrète sur des secrets top secrets. Il y a peut-être des vérités cachées derrière les vérités cachées derrière les évidences. Par exemple, le secret d'Anita, c'est que c'est une sirène. Non, c'est juste ça, c'est une sirène. Sa queue se manifeste quand elle est dans la mer. C'est pourquoi ses parents lui ont fait croire toute son enfance qu'elle était allergique à l'eau de mer. Et Victor, c'est quoi son secret? À part que ses parents sont des agents de l'UZZ, ben, il est végétarien. Ouais, cool, mais Anita, c'est une sirène. Ah bah non seulement il est végétarien, mais il semble être le seul à l'UZZ à réellement savoir ce que végétarien veut dire. Et c'est très utile dans un épisode avec des aliens qui ont besoin d'être mangés par d'autres organismes pour se reproduire. À raison de 2 parents qui se sacrifient pour produire un enfant. C'est pas très efficace comme mode de reproduction. Retour au sujet, s'il te plaît. Oui. Les 2 parents de Victor, donc, étaient agents de l'UZZ avant que l'un ne soit aspiré dans une autre dimension et que l'autre prenne sa retraite pour élever son fils. Tout le monde à l'UZZ est au courant, sauf l'intéressé, qui n'est décidément traité avec respect par personne. Au stade où on s'en rend compte, on sait que Anita, le professeur et le chef, dont, pour des raisons de sécurité, le nom est changé tous les jours, ne le prennent guère au sérieux. Et on n'est pas surpris que ce soit également le cas des autres agents de l'UZZ. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que la mère de Victor ne fait pas plus cas de son fils que le reste du monde. Pourtant, cette gentille dame, apparemment un peu à l'ouest, qui fait les pâtisseries les plus immangeables du monde, avait tout l'air d'une maman poule qui adore son enfant. Sauf que non, elle lui cache sans raison qu'elle est un ancien agent de l'UZZ et le laisse se ridiculiser le jour où le sujet est abordé en réunion. Pauvre Victor. Vous vous posez tous certainement la question de savoir s'il y a une intrigue romantique entre Victor et Anita. Alors, intrigue, non. Par contre, on sait qu'ils sont censés être love interest l'un de l'autre parce qu'ils ont chacun un William. Pour Victor, c'est une jeune tête flottante et ça ne dure qu'un épisode. Et pour Anita, c'est plus récurrent car c'est... Non. Mais j'allais juste te dire que c'est un Non. Mais on peut en parler même sans évoquer le... Non. Bon, comme tu veux. Bon, ok, vas-y. Le Secret Show a un répertoire humoristique relativement varié, mais un penchant assez inhabituel pour des gags dégoûtants très difficiles à supporter. Il y a un épisode entier que je n'ai juste pas pu regarder. Et pourtant, j'ai plus ou moins réussi à tenir devant la boule de chewing-gum dans Bob l'éponge, devant ce type dans Chasseur de Dragons qui a la barbe verte parce que je préfère même pas le dire, devant les trolls dans Land First West qui... Regardez vous-même, mais là... Non, j'ai pas pu. Du tout. C'était hardcore sur toute la durée de l'épisode. Disons qu'il y a une fuite d'un document secret montrant que la cheftaine du monde a... une certaine manie que le Docteur envisage d'utiliser comme une arme contre elle. Et pour ça, elle a besoin de voler à un sculpteur sa... création, faite dans un certain matériau, du genre dans lequel cet artiste se spécialise. On aurait pu penser que ça allait s'arrêter là, et que l'enjeu pour les héros serait seulement de récupérer le machin en question et détruire l'installation du Docteur. Mais non, l'arme secrète du Docteur permet de rendre ce fameux matériau explosif, et les scènes d'action qui s'ensuivent exploitent ça jusqu'à la lie. Si vous avez regardé les images, vous avez compris. On aimerait oublier rapidement cet épisode pour passer à autre chose, mais pour une raison mystérieuse, la série semble l'adorer et aime y faire allusion. Ah, qui pourrait oublier cette mission? Elle adore également le personnage du sculpteur, Alfonso, vu que comme on a dit, c'est le William pour Anita. Et bien que ce soit d'abord et avant tout un sculpteur, même si c'est un sculpteur d'un genre assez particulier, nous avons dit également que la série était volontairement parcimonieuse avec ses personnages, et Alfonso intervient en réalité chaque fois qu'il y a besoin d'un artiste. C'est valable aussi bien pour la sculpture que pour la gastronomie, ce qui est assez inquiétant étant donné le genre de sculpteur que c'est, mais aussi pour la musique, à plusieurs occasions. Car oui, il y a plusieurs épisodes musicaux. Le Secret Show a un rapport paradoxal avec les clichés. Pas le même que Phineas et Ferb. Phineas et Ferb fait de l'humour percutant et malicieux sur des situations parfois très classiques de dessin animé, qu'elle met en scène avec une précision et donc une harmonie remarquable. Le Secret Show a une approche différente. Il y a des épisodes types dans lesquels le scénario plonge à pieds joints la tête de la première au premier degré et se donne à fond. Ainsi, dans l'épisode où les héros se retrouvent dans le corps de leur chef, celui-ci, alors que les héros sont encore dans son corps, se retrouve dans celui du professeur et fait tourner son œil dans son orbite. Autrement dit, c'est tellement à fond dans le délire que ça en devient comme un détournement. Par exemple, dans un épisode, l'UZZ est informé que Docteur a l'intention de participer à une compétition musicale diffusée sur toutes les télés du monde. On ne sait pas pourquoi, mais il y a sûrement un plan diabolique derrière. Victor émet l'hypothèse que ce soit pour hypnotiser le monde entier avec une chanson, ce qu'Anita, le professeur et le chef dont le nom est changé tous les jours pour des raisons de sécurité, rejettent immédiatement au motif que ce genre de plan débile, c'est juste bon pour les dessins animés du samedi matin. Cortex et Doofenshmirtz sont offensés. C'est pas pour autant que la série évitera le cliché. Bien au contraire, non seulement le plan du Docteur est exactement cela, mais en plus, c'est littéralement les paroles de sa chanson. Un tel degré de premier degré, c'est si brillant que cette chanson en devient géniale. Il y a complètement de quoi être hypnotisé.
Au passage, cet épisode est l'occasion, puisque l'UZZ est obligé de participer au concours pour surveiller le Docteur, de constater que Ray sait jouer merveilleusement bien la musique du générique au trombone. Et donc, les numéros musicaux du Secret Show, c'est ça. C'est ni inventif ni exceptionnel, c'est pas fini assez ferme quoi, mais c'est tellement à fond dans son délire qu'on peut pas s'empêcher d'être happé par les chansons. Si on a dit par exemple et les chansons au pluriel, c'est parce que cet épisode n'est qu'un exemple de ça. Outre la chanson des Doudou Lapins qu'on a déjà évoquée, et dont on reparlera plus tard, il y a les quelques chansons de l'opéra écrits par le frère du professeur sur sa rivalité avec lui pour l'affection de leur mère, Madame, que, chose rare pour un épisode de théâtre, on entend dans son intégralité. À propos, les épisodes le sous-entendent suffisamment fortement pour qu'on le comprenne sans que les bonus des DVD aient besoin d'en apporter la confirmation. Si le professeur s'appelle comme ça, c'est parce qu'il s'appelle professeur de son prénom, parce que sa mère voulait qu'il devienne professeur, et qu'il est effectivement devenu professeur, contrairement à son frère Maestro qui, n'étant jamais devenu chef d'orchestre, a rompu la tradition familiale et n'est pas devenu le Maestro. Donc le docteur est la sœur du professeur et c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça ? Pas du tout, qu'est-ce qui te fait croire ça? Le docteur est une ancienne camarade de classe du professeur dans leur école de surdoués. Ils sont même sortis ensemble quand ils étaient jeunes. Ils sont toujours jeunes. Si on en croit un épisode, le professeur a 28 ans. Ouais, enfin, je suis pas sûr qu'il faille prendre tout ce qui est dit dans la série au pied de la lettre. Dans les bonus des DVD, le chef opérationnel de l'UZZ, dont le nom, pour des raisons de sécurité, est changé tous les jours, affirme que le professeur est français, alors qu'on constate en plusieurs occasions que... Non. Dans tous les cas, plusieurs sources concordantes, dont le professeur lui-même, confirment que le docteur et le professeur avaient une liaison à l'époque où ils concevaient une brosse à dents expérimentale sur une station spatiale. Mais on n'en saura jamais plus sur leur passé commun. J'imagine qu'il est... top secret. À part ça, le professeur est exactement ce dont il a l'air. C'est le scientifique qui conçoit avec enthousiasme et inconscience des gadgets pas encore expérimentés et hautement dangereux pour les agents de terrain de l'UZZ. Il est tellement intelligent que dans un épisode, la force gravitationnelle de son cerveau permet à une petite planète contenant ses souvenirs d'orbiter autour de sa tête. Pour une raison obscure, il a fréquemment besoin de savoir si Victor est toujours vivant. Spécifiquement Victor. Victor, vous êtes toujours vivant? Victor, vous êtes toujours vivant? Victor, vous êtes toujours vivant? Oui, je suis toujours vivant. On saura jamais trop pourquoi. Peut-être parce que Victor est juste un geek recruté à une convention de comics alors qu'Anita est une championne olympique pour laquelle il y a moins lieu de s'inquiéter. Ah, éventuellement. Comme quoi, il y a quand même une certaine logique dans cette série. Comme dit précédemment, il y a des récurrences et une cohérence qui permettent de donner de l'épaisseur à l'univers de la série, lequel, en retour, rend ses secrets intrigants pour le spectateur. Mais ce que la série a aussi et surtout, c'est des rituels. Des blagues pas forcément très drôles en elles-mêmes, mais qui finissent par faire rire par répétition. Le fait que le professeur demande sans cesse à Victor s'il est vivant est l'un d'entre eux, le fait de donner à l'alerte du jour un code couleur atypique en est un autre, sans parler du gag récurrent de la ferme des Doudou Lapins évoqué au début. Mais le rituel le plus central de la série est celui concernant le chef, dont le nom est changé tous les jours pour des raisons de sécurité. Dans chaque épisode, il annonce qu'aujourd'hui, il faut l'appeler par un pseudonyme ridicule qu'il découvre consterné, en même temps que le spectateur et les personnages qui se marrent comme des baleines. Comme vous le savez, pour des raisons de sécurité, mon nom est changé tous les jours. Aujourd'hui, vous devrez m'appeler... Frisotti Mouton Joli. Oh, c'est pour des raisons de sécurité que mon nom est changé tous les jours. Et aujourd'hui, vous devrez m'appeler... Oh, Papillote Brin de Zingue. Aujourd'hui, vous devrez m'appeler... Oh non, Héron, petit patapon. Vilain boudin péteur. Oh non, tartiflette tartignole. En soi, c'est pas si drôle. À la rigueur, le fait que les personnages trouvent ça drôle est plus drôle que le gag en lui-même. Et encore, c'est plus mignon que drôle. Ce qui est drôle, c'est le gag caché derrière le gag. Le fait que, pour des raisons de sécurité, le nom du chef soit changé tous les jours. La VO est plus claire là-dessus que la VF, car en VO il dit bien systématiquement « For reasons of security, my name is changed daily ». Mais en VF, s'il dit bien occasionnellement que son nom est changé tous les jours, ce qu'il dit le plus souvent, c'est que pour des raisons de sécurité, il doit changer de nom tous les jours. Or en plus du fait que l'intonation qu'il prend en VO pour le dire le laisse fortement soupçonner, les DVD confirment bel et bien que son nom est changé tous les jours, même s'ils ne confirment pas que c'est pour des raisons de sécurité. On sait qu'avant que son nom soit changé tous les jours, il s'appelait... Mais seule sa coéquipière de l'époque où il était super agent de terrain et où le générique était dans un style plus vintage sait qu'il s'appelait... Maintenant que son nom est changé tous les jours, plus personne ne semble savoir qu'avant il s'appelait... Sa nounoute quand il était petit le sait probablement, qu'il s'appelait...
mais c'est devenu une super vilaine, donc bon. De toute manière, même si pour des raisons de sécurité son nom est changé tous les jours, et d'ailleurs même simultanément pour cette raison, les personnages l'appellent par le surnom ridicule qu'on lui attribue dans l'épisode en cours. Oui, on saura qui est ce on. Même si l'épisode où on le découvre ne le précise pas clairement, c'est l'explication la plus évidente, qui a en plus le mérite d'expliquer pourquoi ces surnoms sont comme ça. En plus de son style british, ce chef dont le nom est changé tous les jours se caractérise par sa cheminée qu'il ne quitte jamais. Comprenez par là non pas qu'il reste constamment dans son bureau, mais qu'il se déplace avec, ou réciproquement. Il attache à cette cheminée une importance telle qu'il angoisse beaucoup si on l'en sépare. D'ailleurs, s'il doit aller dormir pour faire une expérience sur les rêves, on constate qu'il dort avec. C'est clairement son doudou. Le nouveau surnom ridicule que le chef secret de l'UZZ lui attribue quotidiennement n'est pas son seul gimmick. En fait, ce sont les scènes se déroulant dans son bureau qui permettent aux intrigues d'avoir toujours la même structure malgré leur grande diversité due au caractère déjanté de la série. Outre le passage obligé où il annonce la mission du jour et découvre son surnom, il y a quasi systématiquement un épilogue où il livre une conclusion à l'épisode. C'est d'ailleurs souvent lui qui, à cette occasion, se retrouve dans un état altéré dont on se demande bien, à l'épisode suivant, comment il en est sorti. Malgré des caractéristiques constantes, les personnages, principaux comme secondaires, sont d'abord et avant tout ceux que le scénario a besoin qu'ils soient ce jour-là. Et le chef opérationnel de l'UZZ, dont le nom, pour des raisons de sécurité, est changé tous les jours, peut tour à tour être très compétent ou complètement dépassé par les événements. En effet, qu'il s'agisse de lui, du professeur ou de Ray, ce n'est pas de leurs qualités récurrentes ou de leurs défauts récurrents que la série cherche à nous faire rire, comme ce sera le cas dans Phineas et Ferb, mais du sentiment de familiarité qu'on développe vis-à-vis d'eux. Qu'elles aboutissent à un succès éclatant ou à une catastrophe lamentable, les actions et réactions de ces personnages sont toujours prévisibles. Ce qu'ils font ne nous étonne pas d'eux, ce qui est en soi amusant. La même chose peut être dite du méchant le plus récurrent, le Docteur. C'est peut-être même la seule chose, en plus de son passé commun avec le professeur, qu'il y ait à dire sur elle. Elle a plusieurs types de sbires, des petits techniciens moustachus à visage découvert, et des soldats de terrain appelés Expendables, masqués et coiffés d'un casque en boule de billard, qui sont aussi identiques et interchangeables que le sont Kowalski, Scott et Todd. Quant aux autres méchants récurrents, c'est des super vilains aussi, mais la série ne les met pas en scène comme les vedettes d'épisodes construits autour d'eux, comme le ferait Batman ou Mr. Mask. Ils ont tendance à être prétexte à ce que le scénario ait lieu plus que l'inverse, donc ça ne sert à rien de s'éterniser sur eux. En conséquence nécessaire de sa cohérence d'ensemble très étudiée, la série a un certain sens de l'esthétique et de la symétrie dans sa structure. Elle débute et se termine par une tentative par les méchants de voler une chose secrète que protège l'UZZ dans son quartier général, et qui, une fois qu'il devient clair dans le premier épisode que sa cachette secrète n'est plus sûre, se promène dans le décor au milieu de tous les autres détails d'arrière-plan des épisodes. Fidèle à sa tradition, la série se termine par un cliffhanger pour le gag, que la symétrie que je viens d'évoquer permet néanmoins d'identifier comme étant la fin. Ouais. A noter tout de même que l'épisode précédent, l'avant-dernier donc, aurait fait un meilleur épisode de fin, vu que pratiquement tous les méchants de la série y sont vaincus d'un coup suite à une tentative concurrente de conquérir le monde après qu'un type a obtenu 100% des voix à l'élection de la cheftaine du monde en changeant son nom en coché ici. C'est moins symétrique mais plus conclusif. Si un nom a autant de pouvoir dans cet univers, c'est plutôt normal que le nom du chef soit changé tous les jours pour des raisons de sécurité. Bon, sinon, en parlant de symétrie, on n'a pas suffisamment parlé de Mamie Gâteau et de ses doudous lapins. Or, on ne peut pas rendre justice à la série si on sous-estime l'importance de Mamie Gâteau et de ses doudous lapins. Comme dit au début, c'est son gag pré-générique qui donne le la de la série, et les lapins sont omniprésents dans les épisodes. Du coup, on est amené à se demander sérieusement en quoi consiste son émission, La ferme des doudous lapins, que la Joray interrompt systématiquement. On ne le saura jamais exactement. L'une des méthodes employées par les agents pour réquisitionner le créneau consistant à simplement accélérer la séquence, il suffit de la ralentir pour constater qu'apparemment, un épisode de La ferme des doudous lapins dure seulement quelques minutes et qu'à part batifoler par-ci par-là, les personnages ne semblent pas y faire grand-chose. Qu'importe, La ferme des doudous lapins est un monument. Mamie Gâteau la présentait déjà quand elle était enfant, c'est un phénomène mondial, et la cause des doudous lapins fédère suffisamment la population pour qu'on organise une sorte de téléthon pour eux. Les agents de l'UZZ regardent d'ailleurs l'émission de Mamie Gâteau avec passion, preuve que le fait de devoir en réquisitionner le créneau horaire pour le Secret Show n'a rien de personnel. Car oui, ce n'était peut-être pas évident, mais la série ne distingue pas ce qui est intradiégétique de ce qui est extradiégétique. Le Secret Show semble être une émission de télé dans son propre univers, étant donné que le générique existe in-universe. Et le fait d'occuper le créneau d'une autre émission pour vivre des aventures dans leur vraie vie ne semble pas causer de grosses angoisses métaphysiques aux personnages. Quoi qu'il en soit, en effet, Mamie Gâteau existe dans la série principale, ainsi que son mari Papy Gâteau. Ils apparaissent peu dans le segment principal des épisodes, mais on les voit quand c'est utile ou nécessaire. Pas forcément dans de minuscules caméos d'ailleurs. Il y a toute une scène d'action où Mamie Gâteau se bat en équipe avec la mère de Victor contre le Docteur. On constate à ces occasions que soit elle ne se rend pas réellement compte des misères que lui fait régulièrement l'UZZ, soit elle n'est vraiment pas rancunière. Mamie Gâteau est représentative de la série. Sa chanson est complètement nulle, mais elle se donne à fond pour la chanter,
Et les doudous lapins sont à fond dessus quand ils sautillent de manière désynchronisée dès que Mamie Gâteau l'entonne. Et donc, le Secret Show, ce n'est pas que ce soit écrit ou réalisé avec une virtuosité sans pareil, mais c'est exceptionnellement absorbé dans son délire et jusqu'au boutiste. Souvent pour le meilleur, parfois pour le moins meilleur. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça aboutit à ce que la série soit incroyablement mémorable compte tenu de sa relative modestie, et ainsi mérite qu'on s'en souvienne. Nothing